Débattons-en, et aujourd'hui on va débattre d'identité française. C'est pas non plus comme si on n'en parlait jamais sur Radio Courtoisie, mais il y a des faits nouveaux, et j'ai pour débattre sur ce sujet, débattre avec moi, débattre avec nous, débattre avec vous, puisque vous êtes évidemment en train de nous suivre sur YouTube et sur X, et que vous pouvez participer dans le chat. J'ai avec moi Jean-Eudes Gana, militant identitaire. Bonjour Jean-Eudes. Bonjour Richard. Bruno Attal, syndicaliste policier, militant politique. Bonjour Bruno. Bonjour, ancien syndicaliste. Ancien syndicaliste, voilà, mais toujours militant. Ah oui, très bien. Voilà. Et Enda Ayari, bonjour madame. Vous êtes une figure du mouvement des Patriotes pour la diversité. Et dimanche, vous avez organisé, ou samedi, pardon. Dimanche. Non, dimanche, c'était bien ça. Une grande manifestation place de la République, et c'était quelque chose de tout à fait étonnant. La place de la République était couverte de drapeaux français. On n'avait pas vu ça depuis que LFI en a fait son annexe. Vous avez même arraché, enfin vous aussi, en tout cas vos troupes, un drapeau palestinien qui traînait encore par là. Et évidemment, beaucoup de gens ont trouvé admirable que ces gens issus de la diversité soient à ce point-là fiers d'être français. Et certains ont même exulté parce qu'ils avaient pu, on ne sait pas trop comment, identifier que vous étiez plus diversitaire que les troupes de Mélenchon. Et donc, c'était presque une espèce de triomphe du camp national. Voilà, on réussissait à avoir plus de gens issus de la diversité que les troupes les plus créolisées de la Terre. Est-ce que, dans votre discours, cette diversité est une valeur égale à la laïcité? Est-ce que votre attachement pour la France passe par cette diversité, ou est-ce qu'au contraire, quelque chose d'autre fonde votre patriotisme? Écoutez, moi, l'association, j'ai choisi de l'appeler les Patriotes de la diversité. J'ai mis le terme patriote avant la diversité, parce qu'en fait, pour moi, ce qui passe avant tout, c'est le patriotisme, c'est la France. Et la France, elle est multicouleur. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, je dis, on est tous des enfants de France, peu importe nos origines. Il y a des gens qui sont français d'adoption, il y a des gens qui sont français issus de l'immigration, il y a des français de souche. Et j'ai voulu mettre le terme patriote avant le terme diversité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui nous réunit, c'est la France. C'est la patrie. Et la diversité, c'est toutes les personnes qui ont des origines, qui aiment leurs origines, on n'a pas à renier ses origines pour aimer la France, pour défendre ses valeurs, tout simplement. Alors, Jean-Eudes Gana, on a été quelques-uns, d'une part, effectivement, être heureux de voir enfin la place de la République, une fois de plus, couverte de drapeaux français, et d'entendre des gens qui sont systématiquement annexés par le clan de la créolisation expliquer qu'en fait, ils n'avaient pas à être instrumentalisés de cette manière-là. Mais pour autant, dans le discours notamment de Ben le Patriote, où on a l'impression que la France devient un réceptacle de toutes les identités possibles, pourvu qu'on accepte deux choses, la République et la laïcité. Est-ce que vous avez l'impression que l'identité française se résume à ce système politique et à cette valeur de la République ? Non, bien au contraire même. Je me réjouis bien évidemment, et franchement je félicite les organisateurs de cette manifestation, et je me réjouis bien évidemment de voir qu'il y a, parce qu'on les cherche en vain bien souvent, des gens d'origine immigrée qui aiment la France, qui arborent le drapeau français. Ce qui a pu me gêner dans une partie des discours ou des tweets que j'ai pu voir, c'est plutôt cette espèce de revendication de la diversité et cette manière de nous dire nous sommes de telle origine ou de telle religion, il va falloir nous accepter tels que nous sommes, si vous n'êtes pas content, quasiment barrez-vous. Et en fait, je crois qu'il y a là une forme d'inversion des valeurs qui est à l'œuvre d'ailleurs dans le camp national, dans les médias de droite, sur les réseaux sociaux, où nous sommes un certain nombre à avoir le sentiment qu'il y a une espèce de prime aux minorités au sein même de notre représentation médiatique. Quand je dis « nous », c'est la droite en règle générale. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que ça traduit un peu une confusion philosophique, à savoir qu'on oublie un petit peu l'essence de ce qu'est la France et des Français de souche au profit de leurs ramifications. Bruno Attal, vous étiez, si je ne m'abuse, très content, vous, de cette manifestation des Patriotes de la diversité, vous l'avez exprimé. Qu'est-ce que vous pensez du débat tel qu'il vient de se poser ? Moi, je peux comprendre les arguments de ceux qui n'aiment pas le mot de la diversité, parce qu'effectivement, on peut se dire, on est français, on ne va pas savoir d'où tu viens, voilà. Et je peux comprendre, mais
Moi, je pense qu'il faut vraiment les féliciter. Parce que eux, ils sont entre l'enclume et le marteau. Quand on est de la diversité, c'est-à-dire que quand vous dites que vous êtes patriote, vous aimez la France, vous prenez plus de risques. Vous habitez dans une cité, par exemple. Moi, je me souviens quand je contrôlais des gens, on me disait, vous savez, nous on aime la police, mais bon, vous savez, moi je viens de tel quartier, je peux pas en parler, je peux pas dire, voilà, que j'aime la police, que j'aime la France. Donc on reproche souvent à ces minorités de pas le dire haut et fort, et quand ils disent haut et fort, on leur dit, ouais, mais bon, tu te revendiques de la diversité. Donc je pense que c'est un débat dans le débat qui finalement, pour moi, n'a pas lieu d'être. Je peux comprendre s'il y avait une malhonnêteté ou de mauvaises intentions de leur part, je peux comprendre. Mais bon, moi je pense que c'est vraiment quelque chose de positif de voir des drapeaux français, de voir des gens qui vous disent j'aime la France. Moi ça me suffit à être heureux. Alors, Bell le Patriote, qui faisait partie de ceux qui organisaient la manifestation avec vous, en tout cas qui était quasiment un des porte-parole du mouvement, a déclaré il y a énormément de monde ici, on est très fiers. Ici, on a les Français de toute couleur de peau, de toute religion, et c'est extraordinaire. C'est cette France-là, cette France des années 80-90 que j'ai connue parce que j'ai 38 ans. Ouais, il est bien plus jeune que moi. J'en ai des souvenirs extraordinaires. C'est cette France-là, donc des années 80-90, qu'on veut retrouver. Voilà. La France des années 80-90, c'est la France du Parti socialiste qui instrumentalise la marche des beurs, qui va donner lieu à SOS Racisme qui va vraiment pourrir la vie politique française en expliquant que tous ceux qui s'inquiètent de l'immigration sont au minimum des racistes, voire des nazis, et en tout cas des gens dont il faut soigneusement écraser le visage. Donc j'ai été un peu surpris que ce soit cette France-là que Bell le Patriote défend. Mais moi, je comprends totalement, puisque je pense la même chose. Moi, ce que je défends, c'est la France de la Coupe du Monde 98. C'est une équipe black, blanc, beurre. C'est des gens qui sont dans les rues, qui sont de toutes les couleurs et qui portent le drapeau français, qui sont fiers parce que en fait, ce qui fédère et ce qui nous réunit, c'est ce drapeau. Et le temps a passé. Aujourd'hui, on est en 2025. Et puis, on a bien compris je veux dire, ce qui s'est passé par rapport à ces manipulations-là des socialistes. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, on est, nous, cette génération d'enfants des années 80, 90, on a grandi en France, on est très attaché à ce pays et on a les yeux ouverts. Moi, ce que je dis souvent, c'est aux personnes issues des banlieues, aux personnes issues de l'immigration, ne vous laissez pas manipuler par ces gens-là qui ont que des intérêts électoralistes, qui se servent de vous comme de la chair à voter, qui vous victimisent, qui disent que vous êtes des pauvres malheureux issus de l'immigration, des pauvres malheureux musulmans, victimes des méchants français racistes, des méchants islamophobes, mais ça, c'est simplement des discours pour manipuler les foules, parce qu'il faut savoir que la population musulmane est en constante augmentation. Hein, c'est une réalité aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Et c'est un poids, c'est un poids électoral qui pèse de plus en plus lourd dans la balance. Donc ça n'a absolument rien à voir. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer qu'il y a des gens comme nous, de toutes les couleurs, des gens marrons, jaunes, blacks, métis, qui sommes attachés à cette France, à ce pays, aux valeurs de ce pays. Et on veut aussi, pourquoi je tiens au terme diversité, c'est qu'on veut aussi montrer qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a effectivement dans cette diversité des personnes, on ne va pas se mentir, on va faire ce constat qu'il y a une invasion, moi j'appelle ça une invasion clairement. On va dire submersion pour parler comme François Bayrou. Qui n'est non contrôlée, qui est complètement, qui a fragilisé notre pays, il y a une totale insécurité. Aujourd'hui, c'est pas cette France-là qu'on a aujourd'hui, c'est pas du tout la même France qu'on a connue avant. Et ce qu'on veut retrouver, c'est cette France d'avant où il faisait bon vivre, où on avait des potes au collège, on regardait pas si t'étais noir, africain, turc, enfin on était tous ensemble. Et aujourd'hui, on pousse les communautés les unes contre les autres. Pourquoi ? Parce que ces gens-là qui sont extrême gauche, ont des intérêts électoralistes, veulent prendre le pouvoir, et pour ça, forcément, ils vont utiliser ces populations immigrées pour les victimiser, pour les pousser à haïr le drapeau français, pour tout simplement, comme on dit, diviser pour mieux régner, pour prendre le pouvoir. Bruno Attal, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que la créolisation de Jean-Luc Mélenchon répond d'une certaine manière à l'analyse que vient de faire Enda Ayari, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de musulmans en France, et il y a une immigration incontrôlée, et donc il y a une espèce de changement de population avec, d'une part,
un nombre considérable de gens qui arrivent chaque année, hein, c'est l'équivalent d'une ville moyenne française qui débarque, et avec aucune volonté d'assimilation ni de la part des pouvoirs publics, ni de la part de ces populations, et surtout une espèce de basculement de l'identité religieuse de la France, par exemple. Oui, mais quand on parle de créolisation, quand Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation, il sait très bien ce qu'il fait. D'abord, il admet le grand remplacement. Ensuite, dans la créolisation, il voit quelque chose de Merci Jean-Luc. Voilà, il voit quelque chose de positif, où nous, on y voit quelque chose de plutôt négatif. La créolisation, ça sera un mélange. Quand vous allez à Barbès, il n'y a pas de mélange. Les gens vivent entre eux. Donc la créolisation dont il nous parle, elle n'existe pas. Juste pour rebondir sur les années 98, avec le mouvement Black Blamber, là je mettrais peut-être un bémol, c'est que c'était une instrumentalisation. Il n'y avait pas de France qui communiait. Et juste un petit exemple, à l'époque, c'était Thuram qui voulait faire une photo contre Noir. Donc voilà, donc on nous a vendu cette... C'était Thuram qui voulait faire une photo contre Noir. Contre Noir, Noir, avec la Coupe du Monde, il appelait dans le vestiaire. France Black, Black, Black. Voilà, c'était une France Black, Black, Black. Et je crois que c'est Emmanuel Petit qui lui avait dit, mais imagine si nous, on avait dit, on faisait une photo contre blanc. Donc voilà, donc elle n'existait pas, cette France. On nous l'a mal vendue. On nous a vendu à vivre ensemble qui n'existait pas, qui ne marchait pas. Dans les années 98, ça ne marchait pas déjà. Mais voilà, on voulait y croire parce qu'on pouvait... on voulait y croire, voilà. Mais maintenant, comme je citerai Éric Zemmour, c'est le nombre. Le nombre, vous ne pouvez pas assimiler, tout simplement. Mais du coup, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que cette manifestation, et encore ce matin, fait l'éloge de cette France Black Blamber, et vous êtes plutôt, je crois, un soutien de cette manifestation, et dans le même temps, vous nous dites cette France Black Blamber était un mythe, elle n'a jamais existé, et de fait, en 98, Jean-Marie Le Pen fait déjà des scores astronomiques, il va arriver au second tour en 2002, on aura les émeutes quelques années plus tard, donc on sait que ce mythe a volé en éclats. Et je crois que c'est précisément parce qu'il a volé en éclats, précisément parce que on sait que l'assimilation est quasi impossible. Et pardonnez-moi, je vous le dis vraiment sans hostilité, mais vous êtes une preuve que l'assimilation est extrêmement compliquée. Parce que vous refusez d'abandonner votre religion, vous refusez d'abandonner votre nom, parce que, quoique fille de harkis, et j'ai un profond respect pour les harkis, mon histoire familiale m'y oblige, vous avez quand même, à un moment, où vous êtes égaré dans les voies du salafisme, et tout ceci est bien la preuve qu'il ne suffit pas d'aimer la France à une génération pour devenir français, parce que être français, c'est une lignée, c'est-à-dire des maillons qui nous précèdent, mais c'est aussi une lignée qui va nous suivre, normalement. Mais pour vous, s'assimiler, c'est quitter sa religion ? Oui, pour moi, s'assimiler, c'est devenir français, oui, bien sûr. Non, sa religion, vous avez Oui, dit. mais être français, c'est majoritairement être blanc et catholique. Maintenant, il y a des Français de branche, il y a des territoires d'outre-mer, mais la France, dans la tête des gens, tel que le monde entier l'imagine, c'est un pays de culture chrétienne et un pays blanc. Moi, je suis d'accord là-dessus, mais par exemple, les athées aussi, vous les mettez dans le même mais panier. les athées sont de culture chrétienne, voyez-vous. Pas forcément. Mais si. Moi, je suis un athée qui ne soit pas de culture chrétienne. Oui, mais vous suivez le calendrier grégorien, vous êtes dans un pays aux 35 000 communes avec des noms de saints, même les athées militants ont des valeurs chrétiennes, quoique dévoyées. Je ne dis pas que la France n'a pas de racines chrétiennes, justement, je me bats tous les jours et je suis tellement fier de ce beau pays, justement, quand on traverse nos villages. Mais de demander une assimilation, c'est-à-dire d'oublier tout ce qu'on est avant. Mais ça, c'est l'histoire de France. C'est l'histoire de France dans les quelques cas où l'assimilation a fonctionné. Est-ce que vous connaissez le nom d'origine de Charles Aznavour ? Aznavour, enfin, c'était un Arménien, oui. Ouais, vous voyez ? Et bien, qu'est-ce qu'on a retenu ? C'est Aznavour. Pourquoi Aznavour peut être considéré comme un chanteur de la chanson française ? En partie parce qu'il a abandonné son nom. Oui, parce que l'assimilation, c'est ça. Et oui, mais une nation, c'est un peuple, donc une ethnie ou un ensemble d'ethnies, et c'est aussi une culture. Et la culture sans religion, ça n'existe pas. Vous voyez, et je vois mal pourquoi nous, les Français, on ne devrait pas demander aux gens de s'assimiler, alors qu'au Maroc, où j'ai vécu, pays que j'aime beaucoup, ce qui ne fait pas de moi un Marocain, pour devenir Marocain ou pour épouser une Marocaine, il faut se convertir, il faut passer devant les odouls et prononcer la profession de foi islamique. On apprend que vous voulez qu'on vive à la marocaine, c'est-à-dire qu'on accepte les... Non, la France a cessé d'être la France marocaine, c'est-à-dire qu'on va forcer par la force les gens de se convertir. Non, on va pas les forcer à se convertir, simplement on va les forcer à se franciser, vous voyez, par le nom, par le mode de vie, par un certain nombre de choses. Et s'ils ne sont pas contents, eh bien il faudra qu'ils repartent. Et hélas, je dis hélas parce qu'on a menti aux gens, on vous a menti à vous aussi, c'est par des départs que tout ce problème va se régler. Par des départs au mieux, par la remigration au mieux. Parce que si on persiste dans cette voie à dire « nous sommes les patriotes de la diversité, mais nous refusons de nous assimiler pleinement », on ira aux tensions communautaires. Et le fait qu'on ait un débat
là-dessus ce matin, en est la preuve. C'est vous qui donnez cette définition. Vous donnez cette définition d'assimilation, ça veut dire tout rejeter. Mais même Éric Zemmour, dont je crois que vous avez été un soutien, le dit. Oui, tout à fait. Voilà. Non, Éric Zemmour, il parle d'assimilation. Oui, mais Éric Zemmour, par exemple, il parle d'assimilation en demandant aux gens d'abandonner leur prénom et leur patronyme. Oui, tout à fait. Non, leur prénom, voilà. Mais il leur demande pas de quitter leur religion. De franciser le patronyme. Si, c'était aussi dans le. C'était aussi de quitter leur religion, c'est. Non. Et ensuite quitter leur. Non, mais moi, je suis pas le porte-parole d'Éric Zemmour, voyez-vous. Et quand je dis aux gens qu'il va bien falloir qu'ils quittent leur religion, c'est qu'on ne s'assimile pas dans un pays sur le long terme. Si la France compte demain 60 millions de musulmans parce que les Arabes assimilés ont fait plus d'enfants que les Français, ce n'est plus la France. Donc, de manière évidente, il va falloir à un moment ou à un autre quitter sa religion ou quitter la France. Enda Yari. En fait, on a la chance d'être dans un pays libre où chacun peut s'exprimer. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Moi, j'estime vous avez la chance d'être sur une radio libre où tout le monde peut s'exprimer. Voilà, donc moi, j'ai cette chance-là, moi, d'être née en France. J'ai pas choisi l'endroit où je suis née, j'ai pas choisi ma religion d'origine, j'ai pas choisi mes parents. Il s'avère que oui, j'ai un père qui a combattu pour la France. J'ai un père d'origine algérienne, mais qui est harki, qui est ancien militaire. J'en suis fière. J'ai une mère qui a des origines tunisiennes. Malheureusement pour moi, j'ai vécu ce que ma mère a vécu, c'est-à-dire à l'époque, on faisait beaucoup de mariages arrangés. Donc ma mère m'a fait subir ce qu'elle a subi elle-même. Donc je me suis retrouvée mariée de force avec un islamiste qui m'a, pendant 10 ans, embrigadée. Donc j'ai été coupée du monde et j'ai subi un lavage de cerveau. Donc effectivement, je suis devenue moi-même salafiste. Suite à ça, j'ai décidé de me libérer de ces chaînes mentales. Pourquoi ? Parce que j'avais un esprit critique grâce à la France, grâce à l'école, grâce à ce que j'ai appris à l'école. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et puis, j'ai décidé, après les attentats de Paris, de m'engager contre l'islamisme. Ensuite, je suis passée de l'islamisme au patriotisme. Pourquoi ? Parce que j'estime que j'ai énormément de chance d'être née en France. Parce que si j'avais été en Irak, en Iran, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, j'aurais été lapidée, torturée pour avoir retiré mon voile. Et c'est vrai que je suis tombée amoureuse de la France pour plein de raisons, parce que la France m'a permis d'écrire des livres, m'a permis de m'exprimer en tant que conférencière, de faire des médias et de pouvoir expliquer qu'ici on est dans un pays libre et que chacun peut choisir sa religion, la tenue de son choix, et que ça c'est précieux. Voilà, parce qu'on n'est pas en dictature. Et aujourd'hui, quand j'entends que des gens me disent il va falloir que tu changes ton prénom, que tu abandonnes ta religion d'origine si tu veux être accepté par nous, parce que ces gens s'estiment d'une race supérieure. Ils estiment que nous, enfants issus de l'immigration, on a des comptes à leur rendre et on doit leur demander l'autorisation pour être français, pour défendre la France. Ben non, en fait. Moi, c'est mon pays, je suis née ici, je défends ce drapeau, je défends les valeurs de la République et j'ai pas demandé l'autorisation à qui que ce soit pour aimer ce pays et pour me sentir pleinement française. Eh bien, si, il va falloir, parce que je vais vous confier quelque chose, c'est que les valeurs de la République, les Français de souche n'en ont rien à faire. Les valeurs de la République, en fait, nous, au quotidien, on s'en tape. Mais vous parlez ça permet peut-être à des millions de gens de devenir français, parfois des Français sincères, et je ne mets pas en cause le fait que vous aimiez la France, de devenir français ou français de papier, mais les valeurs de la République, on s'en moque, en fait. C'est-à-dire que Cohn-Bendit aussi, il défend les valeurs de la République. Voilà, et ça reste un binational qui n'est pas français. Moi, je vais vous dire, il y a des personnes, enfin, je veux dire, vous avez aussi vous avez parlé de mon passé, mais vous avez aussi un passé. Vous avez eu plusieurs condamnations, notamment par rapport à des propos racistes. Non, c'est faux. Vous lisez la presse de gauche, donc c'est très intéressant. Non, c'est pas la presse de gauche. Je vois que même sur Radio Courtoisie. Non, c'est faux. Je n'ai pas été condamné pour racisme. Je n'ai pas été condamné pour racisme. J'ai été condamné en première instance. J'ai été condamné en première instance face à Josué Jambard, journaliste du Ouest France, pour diffamation, pour avoir dit qu'il était d'extrême gauche. La presse a dit que c'était pour racisme, mais non seulement c'est faux, et en plus j'ai gagné en appel, vous voyez ? Donc la prochaine fois que vous faites des fiches sur les sites Antifa... Je ne suis pas là pour vous juger, je vous explique simplement que vous parlez de mon passé. Pour inventer des condamnations, en fait, vous parlez de mon passé pour... Je trouve que le... Zemmour aussi a été condamné. Enfin, Zemmour, lui, a été condamné. Recentrons un peu le débat. L'idée... j'ai l'impression qu'exprime Jean Gana n'est pas d'une supériorité, mais d'une antériorité. Voilà. Et donc, c'est cette antériorité qui, selon lui, fonde une appartenance et où les nouveaux arrivants sont censés non pas arriver intacts avec toute leur histoire et considérer que la République en est le parfait réceptacle, mais arriver avec une volonté d'adopter des mœurs, des coutumes, des façons de faire qui ne sont pas uniquement les institutions. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Attal, comme manière de reposer le débat ?
Moi, je pense qu'il faut savoir là où on met le curseur. Vous voyez, par exemple, moi, sur les prénoms avec Éric Zemmour, j'étais plutôt d'accord. Moi, vous voyez, par exemple, mon père est venu de Tunisie, il a donné des prénoms français à ses enfants. Voilà, c'est là où on doit mettre le curseur. Et je suis très content d'être là, finalement, parce que j'ai jamais affronté un extrémiste de droite, un vrai... un vrai voilà. Et donc vous savez, on est toujours l'extrémiste de droite de quelqu'un, mais je suis content que vous repreniez la rhétorique de Street Press. Tout à fait. Non, mais un peu, vous savez, je suis content que Bruno Attal est enfin un extrémiste de droite, parce que oui, parce que moi je suis traité d'extrémiste, pour ça et du coup ça me recentre, et donc du coup je trouve finalement, enfin, vous voyez, je peux m'adresser à mes détracteurs en leur disant, vous voyez, les vrais extrémistes et les vrais fachos, et du coup, en quoi suis-je extrémiste? Mais parce que vous demandez à des gens qui aiment le drapeau, qui aiment la France et qui ne sont pas encore assez français à vos yeux. Donc voilà, donc vous êtes hyper minoritaire, vous êtes résiduel comme dirait l'autre. Et surtout, voilà, c'est pas la première fois que sur Radio Courtoisie, je sais que vous rêvez que nous soyons minoritaires, mais nous ne sommes pas encore minoritaires sur notre propre terre. Je suis désolé. Merci, la vraie extrême droite, elle existe, elle est résiduelle, c'est vous. Et moi, je ne suis pas d'extrême droite, et je me bats dans les médias tous les jours pour dire je ne suis pas d'extrême droite. La vraie extrême droite, c'est vous, c'est les Soral, c'est les Dieudo, c'est ceux qui font alliance avec les islamistes parce qu'ils sont antisémites. Enfin, pas mal de choses. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps l'émission a commencé, mais je vois que vous avez tenu à peu près 10 minutes sans arriver au point Godwin. Je veux vous féliciter, franchement. À quel moment je suis antisémite? Quel est le rapport avec l'antisémitisme et Dieudonné? Non, mais je parlais de la droite soralienne. Oui. Vous m'avez dit que vous êtes d'extrême droite, comme Dieudo, comme Soral, etc. Voilà. Et après, je parlais de convergence des luttes, c'est tout. Il y a pas mal. Et voilà, je parlais de convergence des luttes, donc convergence des luttes, mais voilà, c'était un aparté, mais voilà, mais vous êtes ultra minoritaire, et Dieu merci pour nous, parce que moi, vous voyez, je vois un Jean Messia, je le sens. Alors, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes présenté à une seule élection avec le soutien d'un parti national dans la foulée d'une présidentielle, donc avec une dynamique, et vous avez fait, je crois, à peine plus de 5%. Je me suis présenté à plusieurs élections où, quand j'avais un parti national, je faisais beaucoup plus, et tout seul, je faisais 3,4. Vous voyez, je suis moins minoritaire que vous, peut-être. Alors, on va faire une pause. Merci beaucoup Bruno Attal, merci Enda Yari, et merci Jean-Luc Gana. À 8h57, nous retrouvons Jean Messia. On y reviendra. Et nous allons pouvoir continuer après. Voilà. Et donc après, c'est tout de suite. Je ne suis pas certain que que les pourcentages des élections soient véritablement l'axe qui éclaire véritablement le débat. Je suis content de voir que vous êtes tous chauds bouillants, mais une fois de plus, repartons non pas tant. Je vois que M. Attal en est déjà venu aux insultes, c'est-à-dire je suis un extrémiste, je suis un petit bourgeois, je suis un antisémite, et que là on a le sentiment, si vous voulez, de nous retrouver en effet dans les années 90. Vous savez, quand toute la gauche diabolisait les patriotes et diabolisait Le Pen en lui expliquant non mais c'est parce que vous êtes extrémiste, c'est parce que vous êtes antisémite, c'est parce que vous êtes ceci ou cela. C'est le vrai problème de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il a dit que des vérités. Mais dans la bouche, quand on tient des propos racistes, antisémites, homophobes, justement, vous êtes disqualifié. Moi, vous voyez, par exemple, je soutenais les idées de Jean-Marie Le Pen, mais j'ai jamais voté pour lui. Vous voyez, par exemple, vous pourriez avoir des bonnes idées parce que des gens pensent qu'on pourrait être dans le même camp, mais jamais je voterais pour un gars comme vous. Et juste pour venir sur Vénissieux, allez vous présenter à Vénissieux, mais je pense que vous ne ferez pas trop mettre dans la rue. Oui. Ah oui, parce que quoi? Parce que Vénissieux, c'est plus la France, vous voyez. Alors, quand on entend dire que Vénissieux, c'est plus la France, qu'est-ce que vous en pensez? Mais si, à Vénissieux, on se met à arborer le drapeau français, c'est la France, du coup, une ville avec 80% de gens d'origine extra-européenne, il suffirait que les gens devinssent patriotes pour que cette ville fût française? C'est ça que vous nous expliquez depuis le début. Mais non, mais pas du tout. Justement, vous avez des preuves d'assimilation, vous avez des preuves de gens qui vous disent qu'ils aiment le drapeau, ça vous suffira jamais. Il suffit qu'il y ait une petite goutte qui vient d'un peu loin. C'est ça le vrai racisme. Vous êtes un raciste. Vous ne supportez pas des gens qui auraient une goutte qui ne soit pas française. Monsieur, j'ai vécu au Maroc, j'ai vécu au Proche-Orient, je suis bien plus arabophile que vous. Mon gynécologue et juif, je suis pas antisémite. Et je n'ai aucune leçon de racisme à recevoir de qui que ce soit. Excusez-moi, Bruno Attal, j'ai l'impression que l'idée n'est pas tant de parler du sang que de parler de culture. Quand Enda Yari nous dit qu'elle est née en France, effectivement, elle est née en France, qu'elle a cet héritage à la fois harki par son père, tunisien par sa mère, elle nous parle de culture. Et d'ailleurs, dans la brève histoire que vous avez racontée de votre parcours, ce que vous mettez en avant, c'est justement le poids de cet islam que votre mère vous fait porter à votre tour. Donc, autrement dit, je ne crois pas qu'il s'agisse d'ethnie, il s'agit véritablement... J'ai parlé de nom et de religion, vous m'avez ramené au racisme. Et donc voilà, donc c'est pas le sang, c'est la religion, c'est quelque chose de très différent. Mais j'aimerais entendre Enda Yari qui est peut-être
Il a parlé de religion. Oui, mais la religion n'est pas une race, vous voyez. Je sais que d'aucuns confondent ça dans certaines religions, mais je ne crois pas que ce soit le cas dans l'islam. Non, mais quand vous dites à une personne qu'elle n'est pas assez française pour vous, c'est d'une violence que... Enfin bon, c'est comme ça. Hein. Voilà. Et donc, Enda Ayari Par rapport à quoi? Sur cette idée de la compatibilité ou de l'incompatibilité des cultures. Est-ce que être français, c'est arriver en France et aimer la France, mais garder un ensemble culturel qui historiquement n'est pas français, ou est-ce que c'est arriver en France, aimer la France comme vous le faites, mais aussi adopter en fait l'ensemble de entre guillemets la civilisation française. Mais bien sûr, je suis enregistrée là parce que... Eh bien sûr, oui, vous êtes à l'antenne. En fait, même si vous n'avez pas les oreilles, ça marche. D'accord, ok. Oui, non, mais bien sûr, en fait, être français, c'est adopter la culture française, mais c'est pas forcément renier ses origines, renier sa culture d'origine. C'est aussi au niveau de la religion, pour moi, c'est aussi respecter le pays dans lequel on est, c'est-à-dire ne pas non plus vouloir imposer sa religion. Voilà, la France, c'est un pays d'origine judéo-chrétienne. Et moi, effectivement, je suis contre cette islamisation, entre guillemets, imposée par rapport à certains qui veulent absolument imposer leurs règles ici. Ici, on est en France. Donc, moi, je combats l'islamisme, je combats les personnes qui veulent imposer le voile aux femmes. Pour moi, ce qui est important, c'est aimer la France, c'est pas suffisant. C'est adopter aussi le mode de vie de ce pays, c'est-à-dire respecter les règles, respecter les différences, c'est respecter la laïcité, c'est défendre aussi les valeurs républicaines, c'est œuvrer pour ce pays. Hein, c'est pas vouloir imposer d'autres mœurs, d'autres cultures venues d'ailleurs. Moi, je suis pleinement française depuis que j'ai eu ce fameux déclic, mais il a fallu beaucoup d'épreuves difficiles, il a fallu une remise en question pour comprendre ce que c'est, déjà comprendre la valeur de ce pays, et puis enfin trouver ma place, parce qu'avant je trouvais pas ma place et je me cherchais à travers ma culture d'origine, j'étais en quête d'identité, et donc effectivement il a fallu du temps, et moi ce que je veux, c'est justement dire aujourd'hui à toutes ces personnes qui veulent être français, qui veulent être acceptés dans ce pays, oui, c'est respecter ce pays, respecter les valeurs, mais vous n'êtes pas obligé de changer de prénom, vous n'êtes pas obligé de renier votre religion d'origine, votre culture, mais tout en respectant le pays dans lequel vous êtes, tout simplement. Il ne s'agit pas de la renier ou de rejeter ça avec haine ou mépris, hein, votre culture d'origine. Il s'agit, et c'est malheureux, mais il s'agit de s'en amputer pour devenir véritablement français. Que la chose puisse prendre plusieurs générations, je le conçois, mais tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura pas d'identité française. Et c'est quoi s'amputer pour vous ? Eh bien, c'est-à-dire abandonner sa culture et sa religion d'origine. Non, tu peux pas abandonner tes racines. C'est comme si tu disais à un arbre, on va couper l'arbre. Un arbre, il a des racines. Oui, mais vous voyez, pour qu'une graisse prenne, il faut qu'elle se sépare de son tronc d'origine. Mais un jour, je fais une petite aparté. Un jour, j'ai rencontré un islamiste et il m'a dit, tu dois te convertir à l'islam. Vous allez vous parler un peu comme eux, finalement. Mais quel rapport? C'est ce que vous dites. Vous me dites, on doit abandonner sa religion. C'est le niveau zéro de l'argumentation. Oui, un islamiste veut m'imposer sa religion et vous voulez m'imposer la vôtre pour devenir français? Oui, non, ma culture, pas la religion. J'ai pas dit que vous deviez recevoir le baptême à tout prix, monsieur. Mais voyez, je ne prends pas de leçons de patriotisme de la part de gens qui sont binationaux et qui vont m'expliquer à moi ce qu'est la France. Mais d'abord, mais pour qui vous prenez? C'est-à-dire, vous parlez qu'en votre nom? Mais c'est vous qui se donnez des autorisations de francité. Enfin, je veux dire, pour vous, je suis pas assez française, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah bah, voilà. Mais voyez, mais en traitant de raciste, vous traitez. Le pouvoir, hein, parce que ce serait vraiment non, c'est bien malheureux parce qu'on n'en serait pas là. On n'en serait pas à avoir ce débat. Il n'y aurait pas eu Bataclan, il n'y aurait pas eu Mohamed Merah, il n'y aurait pas eu un certain nombre de choses. Fait de la peine en réalité. Mais pleurez, monsieur. Vraiment. Non, mais je veux pas pleurer, mais vous faites de la peine. Oh, les yeux, en fait, vous excluez, vous savez, vous excluez, nous, on rassemble les personnes qui sont de bonne foi, qui aiment ce pays, qui veulent le défendre. Et vous avez vu, il y a 20 millions d'immigrés d'extra-européennes en France, quasiment. Il y a 20 millions d'immigrés et vous avez rassemblé 1000 personnes. C'est bien la preuve que votre tentative, quoique louable, est vouée à l'échec. 3000. Et c'est une première action. Pardonnez-moi, mais c'est quand même pas grand-chose ça fait 6 mois qu'on a comparé à la créé masse des l'association. extra-européens.
Mais en tout cas, on en est très fiers. Je peux vous dire qu'on était très fiers parce qu'on avait des personnes de toutes les couleurs. On avait des personnes handicapées, on avait des personnes antillaises, des personnes d'origine maghrébine, des personnes d'origine africaine. On avait des homosexuels, des hétérosexuels, des transsexuels. C'est ça la diversité. Oh, génial. Oui, mais vous voyez, cette diversité-là, c'est pas la France. La France, ce n'est pas la diversité avec un grand D. La France, c'est un peuple, c'est une géographie, c'est une culture, c'est une religion. Ce n'est pas la diversité, c'est pas le concours du nombre d'handicapés et de gens en fauteuil roulant. De supériorité en fait. Mais non, c'est vous qui avez ce complexe puisque vous nous parlez de racisme depuis le début alors que je ne vous ai parlé que de culture quasiment. Non, vous avez un vrai problème. Je pense que vous pensez que vous êtes d'une race supérieure parce que vous êtes la race blanche et ça c'est un vrai problème qu'il faut soigner. Je suis très content que vous tentiez de me psychiatriser, voyez-vous, mais ça ne suffira pas à cacher l'absence d'arguments. Mais vous êtes libre, vous êtes libre de vous exprimer. Oui, encore heureux, vous voyez, même Darmanin n'a pas réussi à me faire taire, alors ce n'est pas vous, ni notre ami qui est là, qui me feront taire, voyez-vous. On ne peut pas empêcher les gens de raconter des bêtises. A fortiori quand ils sont dans leur pays. Vous avez le droit de vous exprimer, il n'y a pas de souci. En fait, là aussi, je n'ai pas l'impression que Jean-Luc Gana met en avant une race, j'ai l'impression qu'il met en avant une histoire. Et d'ailleurs, vous-même, vous mettez en avant cette histoire. L'idée, est-ce que c'est le poids de l'histoire qui fait l'appartenance à la nation ou est-ce que c'est l'adhésion à un contrat? Lorsque vous parlez d'Ayari, et vous dans une moindre mesure, Bruno Attal, on a l'impression que ce qui compte, ce sont les valeurs de la République. Et justement, la République se fonde en 1789 en expliquant que celui qui est français, c'est celui qui adhère au nouveau contrat social. Autrement dit, que ceux qui sont déjà là, en fait, ont besoin de réaffirmer qu'ils sont français en adhérant au nouveau système politique. Et donc, c'est vraiment une vision contractualiste de la nationalité, de l'appartenance à la communauté. Et on a l'impression que vous nous dites que c'est la même chose. C'est je suis en France, j'aime ce pays, j'adhère à ses valeurs, qui sont les valeurs de la République, notion un peu floue, hein, puisque donc, suivant le gouvernement en place, visiblement, ça nous entraîne... Enfin, voilà, je ne sais pas si François Mitterrand, qui lui aussi croyait aux valeurs de la République, a exactement les mêmes que celles de Bruno Retailleau ou de Jean-Marie Le Pen, qui eux sont tous de fervents républicains. Et est-ce que véritablement, c'est ce côté, si j'adhère, cette adhésion vaut brevet de francité, et est-ce que c'est uniquement par mon propre mouvement que je deviens française, ou est-ce qu'il y a, et dans la perspective qui est plus celle de Jean-Luc Gana, en fait, le poids de l'histoire, le poids de la filiation qui contribue en fait à cette qualité de francité, à cette qualité de française. Voilà. Est-ce que on devient français en un instant, ou est-ce qu'on devient français en plusieurs générations? Ah, pardon, vous adressez à moi ou... Ah, d'accord, ok. Bah, non, on devient français. Je pose ça sur la table et il nous reste 2 minutes et 27 secondes. Bah justement, il y a mon ami Jean Messia qui va bien intervenir peut-être après. Mais justement, c'est ça, ouais, je vois Jean Messia qui est juste en face de moi. Voilà, ça, c'est un vrai Français. C'est un Français qui aime son pays, qui s'est assimilé, qui s'appelle Jean, qui a changé de prénom. Ah, donc c'est possible. Et donc... Mais oui. Ah, mais d'accord. Monsieur Messia n'a pas trop souffert, alors. Donc c'est possible. Le problème, donc ça s'est fait durant des décennies. Je vais vous expliquer. Et Monsieur Messia n'est pas un extrémiste, alors. Non, je vais vous expliquer. Où vous mettez le curseur, vous voyez? Vous, le curseur, c'est le fascisme, voire le nazisme. Vous voyez? C'est-à-dire, vous voulez un monde bien blanc, avec des yeux bien bleus, et puis voilà, vous êtes un... Voilà, vous êtes comme ça. Bon, tant mieux, mais vous travaillez pour Delphine Ernotte ou ça se passe comment? Non, mais de toute façon, du coup, vous me renvoyez. Après, j'aime bien. Moi, mais je n'ai rien contre les gens blonds aux yeux bleus. Vous voyez, on a une femme qui a ce phénotype autour de la table, elle est très jolie. On peut finir ou pas? Et d'ailleurs, c'est arrivé aussi à Jean d'être apostrophé ici sur ce plateau. Pareil. C'est quand même bizarre, c'est qu'on soit apostrophé, nous, les Français patriotes qui ont... Monsieur, vous êtes binational, monsieur. S'il vous plaît. Vous êtes binational. Et alors, quel problème? Et donc, j'ai une petite goutte qui vient d'ailleurs, et je sais que ça vous horripile, ça vous fait mal. Mais pas du tout, vous voyez, j'ai grande joie à débattre avec vous. Je crois que, en fait, la question n'est pas du tout, une fois plus, celle de la race. En tout cas, j'ai jamais entendu ça dans nationalité, de prénom, de culture. Mais vous vous êtes rendu compte de la violence? Il nous a dit à tous les deux, que je devais changer de religion, et moi je lui dis, mais je ne crois pas en Dieu. Ah, mais il va falloir faire un petit effort. Non, pas du tout, je vous ai jamais demandé de vous baptiser. Je ne vous ai jamais demandé de vous baptiser. Êtes-vous également binational, madame? Ce qui n'est pas une tare. Moi, j'ai la nationalité française. Non, mais avez-vous une seconde nationalité? Non. Voilà. Et dans ces cas-là, puisque monsieur est binational, comment expliquez-vous que vous soyez plus patriote que moi, alors qu'en même temps vous êtes patriote d'un autre pays? Non, moi je suis patriote d'abord de la France. Mon pays c'est la France. J'ai donné mon sang moi pour la France. J'ai été blessé en service pour la France. J'ai pas de leçon à recevoir d'un gars comme vous
qui est né dans un petit coin de la France. Oui, pardon, c'est la province, ça existe encore. Non, pas du tout bourgeois, je ne sais pas d'où vous sortez ça, c'est ridicule. Je n'aurais aucune honte à être un bourgeois, mais je ne le suis pas. Le papa conseiller Jean-Marie Le Pen, il devait très bien conseiller d'ailleurs. Donc voilà, on a perdu beaucoup de temps parce que les idées de Jean-Marie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était des idées, c'était un visionnaire, mais à cause de gens comme vous. Vous voyez, la différence entre vous et moi, c'est que vous avez été gardien de la paix, soi-disant pendant 20 ans, en réalité pendant 10 ans, parce que vous avez passé la moitié du temps sans servir. Vous avez été payé pour ça, comme étaient payés les gens. Là, vous allez pour la procédure de diffamation, jeune homme. Comme étaient payés les gens qui m'ont emmené au commissariat, oui, bien sûr, parce que je dénonce le laxisme. Parce que là, je vous attaque en diffamation. Très bien. Eh bien, parfait. C'est excellente conclusion de ce débat apaisé que nous avons été contents d'offrir aux auditeurs de Radio Courtoisie. Merci beaucoup, Enda Ayari, d'être descendu dans l'arène. Merci, Bruno Attal, d'être venu vous faire décerner un brevet de non-extrémisme. Et merci beaucoup à Jean-Eudes Gana d'avoir défendu ses positions qui, une fois de plus, ne sont pas racistes, mais historicistes. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio Courtoisie. J'espère vous recevoir à nouveau, y compris Enda Ayari et ce mouvement des patriotes pour la diversité que nous suivrons avec intérêt.